50 000 € de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. La matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Et pour notre invité à la volée, je suis très très heureuse de recevoir le publicitaire Olivier Aubert, ancien directeur général chez Havas, cofondateur de cette agence de publicité Aubert et Sorck, ASAP. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement concrètement le créateur du personnage de Don Patillo. Reviens Léon également, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Et puis cette fameuse publicité de Gad Elmaleh qui a fait un sacré buzz, good buzz, bad buzz d'ailleurs, on en parlera. Ou évidemment, vous connaissez aussi cette célèbre phrase désormais, je l'aurai un jour, je l'aurai. Eh bien tout ça, c'est Olivier Aubert et nous sommes très heureux de l'accueillir. Bonjour Olivier Aubert. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis nous sommes également avec François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et vous connaissez tous François Bousquet, rédacteur en chef dans la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Et nous allons commencer avec vous Olivier Aubert par parler de l'évolution de la publicité, puisque vous avez eu la gentillesse de nous envoyer vos œuvres depuis le début, depuis vos débuts, enfin même vos passages chez Havas et puis ensuite par votre société ASAP. Et à chaque fois, on va le voir, l'évolution de la publicité, l'humour, les références, la liberté, l'audace, la créativité. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir avec vous justement à quel point aujourd'hui la moraline, la censure tente en tout cas de vous empêcher de faire votre travail de créatif, qui est celui du publicitaire à l'origine. Alors pour commencer peut-être, écoutez, je vous propose de nous raconter comment vous êtes arrivé à la publicité, Olivier Aubert. Alors juste après mon service militaire, Mitterrand vient de se faire élire. Le monde des affaires panique et j'ai la chance de pouvoir intégrer une agence de publicité. Pour moi, c'était juste un stage après, j'ai fait Sciences Po, donc je me donnais une coloration un peu plus marketing. Et en fait, je pensais y rester 1 an, j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 80, ça fait un certain temps. Donc j'ai eu la chance de démarrer dans les années 80, qui étaient les années royales de la publicité, où on s'est vraiment beaucoup amusé. Et qu'est-ce qui vous a plu justement dans ces débuts ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « j'accroche » ? D'abord, il y a une ambiance incroyable dans ces agences dans les années 80. C'était inimaginable aujourd'hui. On serait tous en prison ou censurés d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'était amusant. Ça changeait des cours de droit public ou de la finance ou de la banque, ce qui m'était proposé quand je sortais, voire même d'être chef de produit chez Procter ou chez Colgate. C'était pas passionnant, alors que la publicité, on s'amusait beaucoup. Parce que c'était un monde festif et transgressif. C'était un monde festif et transgressif. La plupart des créatifs étaient d'anciens 68 arts. Donc il y avait ce côté libéral, libertaire, qui a des défauts, mais qui faisait que ça déconnait dans tous les sens. Mais qui était en train de naître même. C'est-à-dire qu'en fait, après 68, ils ont pris goût aux joies du capitalisme et de la société de consommation. Et là, ils y sont allés à fond. Mais c'est vrai que les meilleurs étaient souvent ceux-là. Ils faisaient de l'agite propre dans les années 60. Et puis dès 70, ils ont commencé à vouloir mettre du beurre dans les épinards. Et ça a été des très bons créatifs. Et dans les années 80, c'était la folie absolue. Les années fric, les années tapis, les années paillettes. Donc on s'amusait beaucoup. Si je m'en tiens avec BD, même les années drogue, l'argent coulait à flot. Tout à fait. Il y avait tout. Et aujourd'hui ? Et en même temps, il y avait beaucoup de créativité, il y avait beaucoup de liberté. Donc l'avantage, c'est que c'est vrai que les créatifs étaient plutôt des libéraux, libertaires, post-68 arts. Mais par contre, les clients étaient des clients très sérieux. À l'époque, il n'y avait qu'une chose qui les intéressait, et c'était noble, c'était la sanction du tiroir caisse. Comme on disait chez Darty, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse quand je fais une publicité, c'est quelle est la sanction du tiroir caisse le lendemain.
Et donc, à partir du moment où vous avez des annonceurs qui savent précisément quel rôle ils donnent à la publicité, et qui ont peur de rien et qui n'ont qu'un intérêt, c'est de faire marcher leur entreprise, les choses étaient claires. Et donc, même nos libéraux libertaires, ils s'adaptaient à ça. Et donc, il y avait... Donc, vous êtes en train de nous dire qu'à l'époque, ils ne vendaient pas de l'idéologie, ils Non, vendaient un produit. Ah oui, ils vendaient un produit, ils vendaient un chiffre d'affaires, ils vendaient la bonne marge de leur entreprise, ils vendaient la création d'emplois, ils vendaient la croissance, quoi. Et on a eu des grands patrons. Et c'est ça qui faisait que la publicité, il y avait ce mélange détonnant entre des post-68ards libéraux libertaires et des grands patrons très rigoureux qui regardaient qu'une chose, c'était l'évolution de leur chiffre d'affaires. Et ben le mélange des deux, ça a fait foisonner la plus grande créativité. Il y a eu récemment diffusé, je crois, sur la 3, un grand opus de Thierry Ardisson, qui faisait partie des publicitaires glorieux des années 80 et 70, sur l'âge d'or de la publicité. Et quand on regarde la publicité de ces années-là, c'était absolument fantastique. De créativité, de liberté, de bonne humeur, de couleur. C'était joyeux, ça donnait l'image d'une société joyeuse. Mais ça, oui. Je ne suis pas 68art, loin de là. Non, oui. Mais de fait, on passe avant 68, après 68, d'un monde un peu en noir et blanc à un monde en couleur. Tout à fait. Et la pub se met à la couleur. Tout à fait. De fait, évidemment, c'est plus chatoyant, plus sexy. Oui, tout à fait. Donc, et puis c'est joyeux, il n'y a aucun tabou. Alors, en parlant de joyeux, de couleurs, je vous propose qu'on aille un petit peu voir justement ces œuvres. D'abord chez Havas, puisque vous avez été directeur général chez Havas. Je vous propose qu'on regarde Revient Léon. Alors, juste une rectification. Quand j'étais chez Havas, c'est un collectif qui a créé dans Patillot. C'est une jeune rédactrice qui s'appelait Christine Arfeuillard qui je rends hommage. Elle avait aussi créé Le Bon Sens près de chez vous. Et moi, je faisais partie de ce wagon et après, je l'ai fait perdurer. Voilà. Et Revient Léon, j'ai les mêmes à la maison, effectivement, qui est une phrase culte. Alors, voilà, c'est devenu. Alors, c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est devenu une phrase culte en soi. Souvent, il y a des références dans les publicités à une œuvre cinématographique ou autre. Et ici, c'est la publicité qui crée la référence. Et ça, c'est peut-être, avant même qu'on la passe, on peut discuter de ça 2 minutes, c'est peut-être le symbole même de la publicité réussie. Tout à fait. Quand elle crée sa propre référence. Elle crée sa propre référence. C'est un rédacteur qui s'appelait François Serre, qui était immensément talentueux, qui avait fait Darty, qui a trouvé ce truc-là, qui faisait rire tout le monde. Après, il faut le vendre, il faut le faire vivre. Et voilà, c'est une œuvre collective. Mais une petite étincelle. Ouais. Et le coup de génie, c'est de rentrer dans la culture populaire. Tout à fait. Alors attendez, avant de la commenter, je vous propose... Aujourd'hui, vous présentez à un annonceur, voire même le même annonceur, Panzani, qui a des raviolis, Revient Léon, j'ai les mêmes à la maison, il vous met dehors. Il change d'agence. Vous allez nous expliquer pourquoi. Allez, on la regarde, Revient Léon, on la regarde. Tiens là, le Panzani, le 11h45. Oh, regarde les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et cette belle volaille. Et toutes ces belles tomates. Et bon appétit, monsieur, dame. Et tous ces bons aromates. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ravioli Panzani, ça c'est des raviolis. Le budget était tout petit, mais même si vous avez un petit budget, si votre création est forte, vous gagnez. Oui, donc, tout le monde a retenu ça. Oui, mais il était petit, pas parce que vous aviez un petit budget, mais parce que vous n'aviez pas besoin de plus. Oh si on avait pu mettre plus, on en aurait mis plus. Mais bon, ça a existé comme ça. On avait fait Macani aussi, avec 2 chiens qui étaient l'un en face de l'autre sur la musique. Macao, si, plan de maths. Il y avait Macani, c'était avec 2 dogs. Ça marche tout de suite. Il y a eu Cachou la Jaunie, ça c'est un truc que j'aurais rêvé de faire, c'est pas moi, mais Cachou la Jaunie, ça durait 4 secondes et ça suffisait. Mais dites, Olivier Aubert, l'idée, c'est pas cher une idée. Ce qui est cher, c'est un réalisateur, c'est les comédiens, c'est un tournage. La bonne musique. Même une musique. Alors la musique, quand on prend une musique existante, c'est sûr qu'on paye des droits, mais quelquefois vous pouvez avoir une musique, le jingle d'Arty, nanana, nanana, non. Ça coûte rien en droit. Et la bonne idée, vous l'avez comment? En vous grattant le nez, sous la douche, ou alors dans un brainstorming collectif? C'est ça. C'est un collectif. Il n'y a pas de règle. Moi, ce que je disais quand j'étais chez Havas, c'est que pendant des années, j'attendais à ce qu'on pousse la porte de mon bureau en disant j'ai une idée. Et les gens qui poussaient la porte de mon bureau, ils avaient un problème, mais jamais, en 10 ans d'Havas, on m'a poussé la porte en disant j'ai une idée. Et moi, je disais tout le monde a le droit d'avoir des idées. La standardiste, si elle a une bonne idée, je veux dire, c'est tellement rare une idée. Voilà, donc oui, tout le monde a le droit d'avoir des idées. Même sur 99 mauvaises, si on a une bonne, ça vaut la peine. Tiens, en parlant de standardiste, vous racontiez que c'était une stagiaire de Havas qui est devenue ensuite votre associée, qui a eu une excellente idée pour La Farce Tranquille. Tout à fait. Et donc, ça a été reconnu par Gérard Collet 20 ans ou 30 ans après. Et puis après, Thierry Bazin en a fait un livre, etc. L'a mentionné dans son livre sur Jacques Pilan.
Alors Anne Storck était mon associée, elle était stagiaire chez RSCG, et avant qu'elle soit mon associée, bien sûr. Moi, je la connaissais pas à ce moment-là, et donc Jacques Séguéla, avant la campagne de 81, travaille pour Mitterrand, va lui présenter un projet qui avait été découvert par Richard Reynal, qui était un bon rédacteur ou créatif, qui travaillait chez RSCG, qui faisait les campagnes automobiles de Citroën, et puis ils vont à partir d'un remake d'un film de John Ford avec John Wayne qui s'appelle L'Homme Tranquille. Et donc ils vont présenter à Mitterrand L'Homme Tranquille, parce que le problème à résoudre par la publicité, c'était de rendre Mitterrand présentable, faire un peu de triangulation vis-à-vis des peuples de droite, un peu plus conservateurs, qui auraient pu être tentés par lui. Et donc ils vont présenter L'Homme Tranquille à Mitterrand, qui leur balance la campagne, en disant c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Moi, je suis l'homme d'un collectif, je suis l'homme du socialisme, on a un groupe, il faut pas individualiser, je suis contre la présidentielle. Il a bien changé depuis. Et donc ils reviennent penaud en disant c'est battu. Et là, à ce moment-là, Anne, jeune stagiaire, voit ça et elle dit c'est pas compliqué votre truc, il suffit d'enlever l'homme et puis de transformer ça par la force, qui est un collectif. Ah oui, dit Séguéla, mais ce qui serait bien, c'est de trouver une iconographie. Et là, c'est assez drôle, parce que l'iconographie, Anne va partir au puce, avec Jacques Pilan, qui est son esclave. Jacques Pilan porte... c'est vrai. Et pas le conseiller qui n'était pas du tout le conseiller qu'on a connu plus tard. Il porte la vache, et ils vont chercher, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Photoshop, ils vont chercher, comme ça, en regardant des images, des calendriers, etc., une iconographie, pour essayer de faire une affiche à partir du concept La Force Tranquille. Et dans l'iconographie, il y a un calendrier du maréchal Pétain. Et dans le calendrier du maréchal Pétain, avec derrière la terre, elle ne ment pas, là, les collines, collines éternelles, et puis le clocher. Et donc ils découpent, à la place de Pétain, ils mettent Mitterrand, et ils enlèvent quand même, parce que le Parti Socialiste était très laïcard à l'époque, il l'est sans doute resté, ils enlèvent la croix du clocher, mais il y a toujours le clocher, et ils font une affiche. Ils font une affiche qui est une espèce de truc qui... C'est la mayonnaise prend tout d'un coup. Force, tranquille, ça s'oppose, et puis de voir derrière un clocher avec Mitterrand... Mais là, ils n'avaient pas peur, justement, qu'on rappelle les versions de l'histoire. Les réseaux sociaux n'existaient pas, personne ne l'a rappelé. Et personne ne le sait. Et personne ne l'a dit. Ouais. Oui, mais ça rappelait que tout de même... non, ça rappelait... personne ne se rappelle cette illustration. La seule qui le savait était Anne Storck, et Jacques Pilan peut-être. Oui. Oh, ils n'allaient pas le dire. Jacques Pilan, il n'est plus là pour le dire. Anne Storck, elle le dira volontiers s'il le faut, mais elle a eu ce coup de génie. Hein. Mais il y a une ironie dans cette publicité, puisque là, vous, pour la première fois, vous révélez, je crois, sauf faire de ma part, que l'image, c'est des images d'archives du maréchalisme, du pétinisme, sauf erreur. Ils sont inspirés de ça, en tout cas. Ouais, mais Mitterrand est passé par Vichy. Bien sûr, mais d'ailleurs, il s'est retrouvé dans cette affiche. Il s'est retrouvé, et il s'est dit, ça c'est moi. Et il l'a acheté avec enthousiasme. Et je pense, en toute modestie, moi j'y suis pour rien, parce que j'étais rien du tout à l'époque, je pense que c'est ce qui l'a fait gagner. Il a fait de la triangulation. Ça l'a beaucoup aidé. Il a rassuré un électorat qui était apeuré. Les 2-3% qui ont fait la décision en 81, ils ont été rassurés. Il avait limé ses dents, il y avait la campagne, il y avait la force tranquille. Et donc dans l'inconscient collectif... C'est ça. Ils ont été chercher des racines un peu politiquement incorrectes. Et pas les chars soviétiques. Hein. Les gens attendaient les chars soviétiques. Non, voilà. Mitterrand est rassurant. C'est la terre, elle ne ment pas. Non, mais c'est intéressant, même dans l'inconscient collectif, de savoir que finalement il s'est reporté. Et donc, vous voulez, Anne Storck, après ça n'a pas été reconnu, parce que Séguéla, effectivement, était l'homme qui a vendu ça, qui a porté ça. Et puis c'est Gérard Collet, qui faisait partie il y avait Collet et Pilan, c'était les deux qui faisaient partie de l'équipe de Mitterrand, et il l'a avoué dans un livre, et puis après Thierry Bazin fait son enquête, et ça a été reconnu. Mais Anne disait oui, mais moi c'était Séguéla qui portait le bébé, donc elle considère que... elle a soufflé l'idée, quoi, le changement d'idée, ouais. Mais vous savez, vous citez il y avait déjà l'homme tranquille. Ouais, mais vous citez il y avait déjà un petit fil qui... Il y avait déjà l'épithète, il y avait déjà l'épithète, mais c'est le principal, c'est le substantif, c'est le nom, quoi. Il fallait trouver le nom. Vous citez le film de John Ford, c'est Print the Legend, imprime la légende, c'était John Ford aussi, le train sifflera 3 fois, je crois. Non, peu importe. Gary Cooper, mais peu importe. Mais pourquoi c'est Séguéla qui a raflé la mise, puisque le grand nom qui se détache de ces années Mitterrand, des années Tapie, il n'y a pas la Rolex à l'époque, c'est Séguéla. Oui, mais parce qu'il a fait l'élection de Mitterrand, il est resté très proche de lui, il y avait une vraie complicité entre les deux. Oui. Donc je pense qu'il s'est mérité. D'accord. Alors, je vous propose qu'on continue. On va aller voir Don Patillot, célèbre personnage. Don Patillot, ça c'était aussi dans vos années Havas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qui est l'inventeur de Don Patillot. D'accord. Et vous faisiez partie en fait de cette. Ah oui, tout à fait. On l'a fait vivre. Ah oui. Parce qu'à chaque fois qu'un directeur de marketing nouveau arrivait chez Panzani, il voulait tuer Don Patillot. Et à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de bon sens qui s'appelait Antoine Riboud qui disait moi vivant, vous ne tuerez jamais le curé. Effectivement, le jour où il est mort, ils ont tué le curé.
Et apparemment, l'acteur de Don Patillo a continué de recevoir un salaire, même après avoir travaillé pour Panzani, a continué jusqu'à la fin de ses jours, c'est vrai ça? Alors oui, il s'appelait André Aubert, Oui, mais rien à voir avec vous. Avec nous. Et il imitait Don Patillo dans un club parisien qui s'appelait le Don Camillo. Donc il faisait sans arrêt des imitations de Fernandel. Mais Fernandel a été complètement vampirisé par Don Patillo. Oui. C'est pour ça que la puissance de la pub, elle est colossale. C'est-à-dire que les gens se souviennent de Don Patillo et pas forcément de Don Camillo, même s'il y a des rediffusions régulières à la télé. Donc ça, c'est l'usurpation de la publicité. Qui est le pastiche de qui? À la fin, les choses deviennent troubles. Je vous propose qu'on regarde un petit passage de Don Patillo. Alors on a fait, je sais pas, 60 films. Oui. Don Patillo. Don Patillo. Monseigneur, c'est dangereux de réveiller un somnambule. Oh, des pâtes. Oui, mais les Panzani. Oui. Et en plus, il ressemble beaucoup à Fernandel. Tout à fait. C'est un acteur, hein, on est bien assez ce que vous expliquez. Au Don Camillo, rue des Saints-Pères, qui existe toujours. Mais lui, André Aubert, il n'est plus de ce monde, mais voilà. Et apparemment, vous aviez, en tout cas, le frère Fernandel avait été approché également pour faire le jeu d'acteur. Enfin, c'est ce que j'ai lu aussi. J'ai pas ce souvenir. Oui. J'ai pas ce souvenir. Bon, en tout cas, c'est pas lui qui a gagné. Non. C'est bien lui. Non. Mais la ressemblance est frappante. Chevaline, les dents, la gueule, le menton. On s'amusait à faire ces films, vous pouvez pas savoir. Et je crois que ces pubs ont cartonné en France, dans les pays latins. Alors, en revanche, très intéressant, c'est quand le groupe Danone, qui à l'époque s'appelait BSN, a commencé à s'internationaliser. On a testé dans les différents pays pour voir comment marchait notre curé Don Patillo avec les pâtes. Ça marchait dans tous les pays comme l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays de tradition catholique, pour une raison bien simple, c'est que la gourmandise a longtemps été un péché mortel dans la religion catholique. Péché mortel, oui, ça leur parle. Et ça leur parle. Encore une fois, c'est inconscient. Et voilà, alors que dans les pays protestants, la gourmandise, ils comprenaient pas. Donc dans les tests, ça passait pas. Donc ça n'est jamais passé dans ces pays-là. Ah, c'est drôle. Et alors justement, vous disiez quand on parle de l'évolution de la publicité, puis de la réaction par rapport à la publicité, aujourd'hui, vous pensez que Don Patillo serait autorisé ou pas? Non. Pourquoi? Ce ne sera pas autorisé parce que soit les laïcards diront qu'on fait la promotion, on n'est pas laïque, ce qui est absurde. Et puis, les gens sont tellement en situation de victimisation, c'est que... Je sais pas, mais... Moi, je pense que... c'est pas non plus la promotion de la religion non plus. Non, c'est un peu critique. Ça le rend sympathique, mais un peu critique. Mais non, je crois pas que c'est ça. Je crois qu'en plus, les annonceurs trouvaient que c'est trop populaire. C'est plutôt ça, moi, je pense. Voilà, c'est trop populaire. Voilà. Donc, c'est pas bien d'être populaire dans la publicité aujourd'hui. Oui, parce que il faut être élitiste et pas populiste. Tout à fait. C'est-à-dire que la publicité devrait s'adresser au plus grand nombre, pas à un public de niche. Donc, ils vont nous dire c'est ringard, c'est vieillot. Puis les jeunes, ils connaissent pas Don Patillo. Donc, ils trouveront toutes les bonnes raisons de ne pas faire. Ils préféreront faire des pâtes, des bonnes céréales qui sauvent la planète. Mais on est au cœur d'un paradoxe lourd, puisque des gens, en l'occurrence des entreprises, vous sollicitent pour faire des... Et là, c'est exactement l'inverse. On s'aliène la masse de consommateurs. Tout à fait. Paradoxal. Paradoxal. En même temps, ils ont envie de se faire bien voir. Donc, s'ils peuvent mettre dedans un truc sur le réchauffement climatique ou sur l'inclusion, avec de la diversité, par exemple, dans Patillo, pourquoi vous prenez un curé blanc, il faudrait prendre un curé d'une autre couleur, et puis il est gros, et pourquoi vous prenez pas un maigre, et puis il est vieux, pourquoi vous prenez pas un jeune. Et donc, à force d'aseptiser tout, ils font une espèce d'eau tiède qui n'intéresse plus personne. Mais qui ne vend plus. Est-ce que ça vend justement quand on remplit les quotas, on va dire, minorité positive, etc., quand on en essaye de tout faire rentrer dans une publicité et de lisser une image, est-ce que ça vend encore? Alors, à mon avis, ça a beaucoup moins d'impact, et donc ça a moins d'efficacité. Mais vous l'avez dit, mais en termes de ça se mesure en termes sur des tests. On a des tests quantitatifs, moi je ne crois qu'aux quantitatifs, qui montrent le recall. Vous souvenez-vous avoir vu une publicité pour une marque de pâtes ces dernières semaines, on voit ce qui sort et ce qui ne sort pas. Et ben, quand vous avez de l'eau tiède, il n'y a rien qui sort. Mais ça ne les gêne pas parce qu'aujourd'hui, c'est le concept de pas de vague. Oui, mais il y a quand même néanmoins une morale à la fin, celle de Darty, que vous rappeliez, c'est qu'il y a le tiroir-caisse, l'efficacité. Si la pub est efficace, je ne vais pas en faire. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un chef d'entreprise d'une grosse boîte, il va se passionner pour les réseaux sociaux, il va se passionner pour son image dans la presse.
Sur la Moins pour sa courbe de publicité, vente. Beaucoup moins pour sa courbe de vente, ce qui n'était pas le cas des grands patrons des années 80. D'accord, mais les actionnaires. Il faut les citer, hein, Mais- Jacques Calvet et Antoine Rigaud, il n'y a qu'une chose qui les intéressait, c'était le retour sur investissement de leur publicité. Aujourd'hui, il y en a encore, mais pas seulement. Je reviens en arrière sur les curés. Est-ce que je dis une bêtise si le dernier curé qui apparaît, ou la bonne sœur, c'est une pub de United Color of Benetton, Ouais, tout à fait. où la Ah oui. bonne sœur embrasse un curé Voilà. ou l'inverse. En Voilà, réalité, tout à la seule manière de tolérer le curé ou la bonne sœur, hein, c'est que Tout à fait. ils rompent leur vœu de chasteté. Tout à fait Ouais. exact. On va revenir, puisque vous en avez fait beaucoup, justement, vous, Olivier Aubert, si dans tout le panel de publicité que vous avez fait, j'ai l'impression que l'une de vos marques, vous en avez évidemment plusieurs, c'est peut-être ce retour à ce bon sens populaire. Enfin, en tout cas, on la retrouve à chaque fois. Et il y en a une, hein, par exemple, avec le chien Nasdaq, qui marque cette rupture campagne-ville, ce bloc populaire contre bloc élitaire, comme dirait Jérôme Sainte-Marie aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut la voir tout de suite, cette publicité. En tout cas, vous allez voir, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le bon sens populaire. C'est lui qui a tout compris, c'est lui qui va aller chez MMA, puisque Et votre il faut client savoir que c'est c'était en MMA. pleine crise financière, Ah oui, en plus. où les banques oui. avaient mis le... D'où le Nasdaq, oui. D'où le chien Nasdaq, couché oui. Nasdaq. Donc, Exactement. ça a été Couche- très populaire. oui. Alors, je vous propose, on la regarde. Nasdaq, Nikkei, cours de l'euro. C'est pas facile l'épargne, hein. Vous êtes pas compliqués, les gens de la vie. Moi, mon épargne est garantie, simple, pas bloqué, elle me rapporte gros. Les nouveaux marchés. Ah non, marché ici, il y en a qu'un vieux, puis il est couvert. Couvert. À 100%. Je vous parle de l'épargne MMA. 4,5% garantie en 2006 pour tout versement avant le 30 avril. 4,5% garantie jusqu'à fin 2006. Je ne demande pas ce qu'ils vont nous faire pour 2007. Non mais dis donc. Couchez, Nasdaq. MMA, c'est le bonheur assuré. Elle est tellement juste, cette publicité. En plus, on imagine, c'est les mêmes. Alors, elle date de quand? De 2006, je À crois. mon je avis, vois, ouais. elle est concomitante à la crise 2008 bancaire, alors. 2008, Oui. 2009. Ouais, Mm. Et on se moquait des traders qui étaient complètement déconsidérés à juste titre, Oui, d'ailleurs, parce que oui. c'est quand même eux qui nous ont mis dedans. Et là, il y avait le bon sens populaire. Oui. Il faut savoir que sur le bon sens, moi, je trouve que je me suis occupé 30 ans du Crédit Agricole, et qui a, avec le bon sens près de chez vous, qui était le meilleur slogan possible. Oui. Mais c'est fascinant de voir comment la pub recoupe les divisions du cinéma. Quand on regarde les chiffres d'entrée du cinéma populaire, en province, Paris, il y a un contraste fascinant. Paris, c'est du film d'arrêt d'essai, mais aussi du film américain d'aventure. Province, c'est Les Tuches, Les Baudins, Bienvenue chez les Ch'tis, donc des films populaires, populistes. On retrouve la même, Tout à fait, c'est exactement la même ça. césure. La même hein. sensibilité, c'est exactement la même la même césure, oui. Donc vous avez les films subventionnés avec nos impôts par le centre du cinéma, là, c'est un organisme- CNC. Le CNC. Donc en général, c'est des films qui n'ont aucun public, Ouais. mais qui retrouvent leur rentabilité parce que c'est les impôts c'est l'argent public qui les paye. Et moi, j'ai regardé récemment au cinéma des bandes annonces. Alors soit c'est des films sur LGTB, soit c'est des films sur les migrants, soit c'est des films sur... c'est que des phénomènes... mais là, ils ont toutes les subventions qui remplissent toutes les cases. Et puis les grands cinémas populaires, Danny Boone en fait partie, Ouais, ouais. etc. Alors là, il fait les entrées, et lui, il n'a pas besoin des subventions, mais il y a cette césure. C'est tout à fait dans la publicité, Ouais, la même chose. mais comment vous expliquez? Moi, ça me reste un mystère, puisqu'il y a quand même ce cahier des charges. Hein, on peut reprocher tout ce qu'on veut au capitalisme, hein, mais il y a quand même un impératif de résultat. Et là, cet impératif de résultat est piétiné au nom du wokisme, de l'inclusivité. Avant de préparer l'émission, j'ai regardé des pubs. Hein, c'est surréaliste. Hein. La pub Nike, hein, primée à Cannes, qui a eu le Titane d'or. Donc c'est la Palme d'or. Hein, en 2019, après l'affaire George Floyd, hein, mais ce sont des handicapés, ce sont des minorités. C'est ça. C'est pas possible. Que je touche les cases. Regardez la pub qui est sortie aujourd'hui, je crois, sur la campagne anti-alcoolique, faite par Santé publique France, qui est une filiale. Mais vous regardez cette pub, il coche toutes les cases. Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'inclusion, en réalité, c'est l'exclusion de la majorité? Bien sûr. Ben oui, Ouais. ça, c'est le phénomène classique. Et puis, comme ils se cooptent entre eux, qu'ils se donnent les prix entre eux, etc., donc ils ne vivent que dans leur cercle fermé. Mais un peu comme dans la presse, aujourd'hui, le dieu vivant s'appelle Edoui Plenel et qu'on sait qu'on va faire sa carrière si Edoui Plenel vous remarque et vous serez accepté dans les journaux. Là, je disais dans le livre de Sarkozy qu'en 2007, ça m'a sidéré. Le journal du dimanche, ils ont fait un test. 100% des journalistes ont voté Ségolène Royal. Même pas 99, 100%. Et ben, ce public-là, vous l'avez exactement le même dans les agences de publicité. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans une contradiction permanente. C'est-à-dire que la publicité, pour moi, est consubstantielle de la libre entreprise et du marché, forcément.
Si on fait de la publicité, c'est pour vendre, etc. Mais eux, ils considèrent qu'ils n'aiment pas ça, donc ça ne leur va pas. Donc ils disent la publicité, elle est là pour éduquer les masses, la publicité, elle est là pour faire avancer la société, la publicité, elle est là pour sauver la planète, la publicité, elle est là pour inclure, etc. Donc ils ont complètement dénaturé la finalité de la publicité. Les réseaux sociaux en rajoutent là-dessus. Donc vous avez cette espèce d'eau tiède et de bouillie de chat, j'appelle ça du jus de cervelle, qui plombe les écrans publicitaires. Alors il y a encore des belles pépites, Dieu soit loué, il y a encore des créatifs de talent, mais globalement c'est une espèce de... Alors il y a un point très important, Clémence, vous me posiez la question à un moment, quand est-ce que ça bascule ? Ça bascule en gros à la fin des années 2000. Ça bascule au moment où commencent les réseaux sociaux, ça bascule au moment où commence Internet. Et qu'est-ce qui bascule ? C'est que les gens qui étaient complètement publiphiles, qui adoraient la pub, les enfants adoraient la pub, ça se chantait dans les cours de récréation, etc., sont devenus publiphobes parce qu'ils ne supportaient pas les intrusions publicitaires sur tous les nouveaux écrans. C'est vrai que c'est insupportable. Et donc, ils se sont dit, arrêtons de faire de la pub réclame. Pour moi, la réclame, c'est noble, c'est réclamer son produit. Donc, pour moi, c'est très bon, la réclame. Ah non, surtout pas ça, c'est totalement vulgaire, c'est intéressé, on n'est pas là, on est là pour sauver la planète et éduquer les masses. Et aujourd'hui, c'est ça, la vulgate majoritaire. Et donc, effectivement, il faut être inclusif, il faut être diversitaire, il faut être tout ça pour cocher les cases. Et ça fait une espèce d'eau tiède. Oui, mais je vous arrêterai tout de même parce que, certes, ça fait de l'eau tiède, mais François Bousquet vous posait cette question du fait que, est-ce que ça vend encore, finalement ? C'est la question finale. Et en publicité comme en politique, il semblerait qu'il y a une segmentation de marché, du clientélisme en politique et du clientélisme, évidemment, en publicité, et que finalement, cette segmentation de marché, elle est faite par ce mode de pensée, par cette qui considère chaque minorité comme une frange comme de nouveaux clients. On l'a vu avec Terra Nova et la politique de gauche qui a été mise en place depuis. À chaque fois, plus on démultiplie les communautés, plus on se dit qu'on va pouvoir vendre notre politique à tous ces gens-là. Est-ce que ça ne marche pas de la même façon en publicité finalement ? Est-ce que le fait de monter maintenant une communauté qui porte le voile et de vendre un produit avec un voile, de vendre des maillots de bain entièrement habillés, est-ce que finalement ça ne rapporte pas aussi ? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'ils n'ont pas découvert de nouveaux marchés qui étaient sûrement plus ceux du bon sens populaire, donc on va dire du peuple français tel qu'on aurait visé à l'origine dans les publicités un peu plus larges. Désormais, on va viser un peu différemment, mais peut-être que ça marche aussi financièrement. Voilà, c'est ça que je voulais en venir, tout en faisant ce parallèle politique. Sûrement, il y a une segmentation, mais in fine, globalement, la motivation principale, c'est avoir la reconnaissance de la bien-pensance. C'est-à-dire qu'il faut cocher ces cases, même si on s'adresse à un produit grand public qui n'est pas segmenté. Regardez la publicité pour les voitures, la dernière publicité de Santé publique France sur l'alcool, qui est sortie ce matin. Là, vous avez ça s'adresse à tout le monde par définition, mais là, vous avez toutes les cases qui sont cochées. C'est pas fait pour vendre, ça n'aura aucune efficacité, ça n'empêchera pas les gens de boire, mais ils se font plaisir. Voilà. Quand vous regardez les castings, quand vous allez devant un annonceur, il est très content de voir qu'il y a de la diversité, de voir qu'il y a du LGTB. Ils sont ravis parce qu'ils savent que ça va plaire à l'espace médiatique. En fait, la publicité est partie intégrante dans l'espace médiatique. Elle est même un des éléments les plus influenceurs. Il y a le cinéma, il y a la presse, il y a les médias, mais la publicité, on n'en parle jamais, mais elle a un rôle majeur par rapport à l'endoctrinement des masses. Donc c'est ça, donc ils sont là pour changer le monde, éduquer les masses. Mais là on parle de pubs qui sont des blockbusters, donc ils passent sur les plus grosses chaînes de la TNT, TF1, France 2, etc. Quand on regarde la sociologie des spectateurs et téléspectateurs de TF1, c'est très marrant, c'est 40% Marine Le Pen, c'est 50% de Marine Le Pen. Comment se fait-il que sur ces chaînes très grand public, qui sont censées vendre du temps de cerveau disponible, on fasse des pubs inclusives? Vous évoquiez la question des castings, c'est l'énorme non-dit, mais il est tacite. De fait, il y a une surreprésentation de couples mixtes noirs-blancs, il y a une évacuation totale des Arabes. Pour quelle raison? Parce qu'en tout cas le voile, à part les pubs Nike, etc., qui est leur cible, parce que ça fait peur, parce qu'il y a les terroristes, etc. Mais ça n'est jamais écrit dans le cahier des charges. Non, pourtant tacitement, à la fin, on retombe toujours sur la même pub. Oui, mais de la même manière, regardez les journaux de France 2 et de TF1 qui ont une sociologie d'auditeurs ou de téléspectateurs qui est une sociologie populaire, ils font la même chose. Donc à un moment, la reconnaissance de la bien-pensance est pour eux plus importante que celle de leur public. Ils sont là pour éduquer les masses. Ils ont une mission civilisatrice. Alors peut-être pour rebondir sur ce que dit Clémence, ça va peut-être marcher, puisque
il serait absurde de penser que la publicité ne conditionne pas les esprits et les comportements de manière peut-être consciente, en tout cas inconsciente. Donc, sur les jeunes, c'est fascinant. Un jeune avant 7 ans, c'est prouvé par les psychologues, avant 7 ans, pense que la pub, c'est la vérité. Oui. Il reçoit 20 000 pubs, je crois, 20 000 pubs par an. Donc c'est 20 000 fois la vérité qui lui est assénée. C'est pas possible que ça... Ça fait partie de l'endoctrinement général, tout à fait. Elle a une influence considérable. Et donc, de même manière que les médias, vous avez aujourd'hui 95% d'audience qui est concentrée dans la même moraline et la même bien-pensance. Voilà. Donc on va se dire, oh là là, il y a CNews, mon Dieu, quelle horreur, ils n'ont qu'une idée, c'est de le fermer. Mais c'est rien du tout, CNews, c'est 3-4% d'audience, c'est tout cassé. Donc voilà, et donc ils ne supportent pas la moindre contradiction, le moindre petit espace. J'ai vu que maintenant ils allaient interdire dans la presse de mettre en cause les causes du réchauffement climatique. Donc ils ne supportent pas la moindre contradiction. Donc on est dans un système quasi dictatorial. Et dans la publicité, c'est pareil. Si vous faites une publicité pour vendre des pâtes en disant qu'elle contribue à ralentir le réchauffement climatique, là tout le monde l'acceptera. Alors ça n'a aucun rapport avec les pâtes. Moi je ne voudrais pas que les gens croient que je suis un libéral libertaire. Surtout pas. Mais enfin, vous êtes loin de là. Mais cela étant dit, les libertaires ont des côtés attachants. Il y a un bouquin d'un philosophe qui a remplacé Finkielkraut à Polytechnique, s'appelle Michael Fossel, La gauche et le plaisir, où il dit que la gauche a perdu le goût du plaisir. C'est plus le plaisir. Alors, moi, dans la publicité, c'est très clair. C'est-à-dire que dans les années 80, les années royales, les années magnifiques, la dominante chez les créatifs qui créent des campagnes, c'était une dominante libérale libertaire, post 68 Arde. Aujourd'hui, la dominante, c'est la même que dans les médias, c'est une dominante LFiste. Et donc, ils vivent une contradiction, et je ne sais pas comment ils font pour dormir le soir, parce qu'ils sont dans le cœur du capitalisme, la publicité, c'est pour faire vendre plus, etc. Et ils veulent sauver l'humanité, donc c'est compliqué. Et ils étaient libertaires, et ils sont devenus liberticides. Oui, tout à fait. Je préfère les libertaires, excusez-moi. Moi aussi, au moins, on s'amusait. On s'amusait. Il y avait de la créativité. Et surtout, il y a aussi un autre phénomène, c'est que les annonceurs, dans les années 80, n'avaient qu'une obsession, c'était le tiroir-caisse, et aujourd'hui, ils ont une autre obsession. C'est s'acheter une bonne conduite. Et donc, quand vous voyez, j'ai un grand groupe de cosmétiques français très successful, ils ont supprimé le mot blanc de tous leurs produits, des noms de leurs marques. Il faut mettre de l'inclusivité parce qu'ils ont envie de se faire bien voir. Je disais, Olivier, que la chose surréaliste, Pétrolane, ou j'en sais rien, quel shampoing, a retiré cheveux normaux. Parce que c'était une offense, cheveux normaux, pour les gens qui ont les cheveux gras ou secs. Ils sont comme ça. Ils ont retiré cheveux normaux. Ils sont comme ça. Oui, je ne veux pas citer l'annonceur, mais on avait proposé comme musique, un jingle, qu'on croit beaucoup de jingle publicitaire, une reprise d'une chanson que, limite, les plus âgés s'en souviennent, mais les autres s'en souviendront jamais, c'est « Où sont les femmes ?» de Patrick Juvet. Sauf qu'on ne disait pas « Où sont les femmes ?» On chantait autre chose. Comme on a fait avec 0 Tracas, 0 Blabla pour MMA, c'était une chanson de Princesse Erika où efficace et pas cher, c'est la meuf que je préfère. Ah oui, alors ça, juste pour la petite blague, vous savez que moi j'ai découvert ça tard, c'est-à-dire que je connaissais la référence MMA, mais je connaissais pas la référence initiale, parce que de ma génération, on connaît mieux MMA que la chanson, la première chanson. De la voix que je préfère. Donc c'était pareil avec Où sont les femmes. Et les clients nous ont dit ah oui, mais ça, c'est une chanson misogyne, comme si Patrick Juvet était misogyne. Mais je lui dis, mais les gens ne mettront pas les paroles. C'est vous qui allez vous attribuer le jingle. Ben voilà, ils sont tous et puis c'est misogyne. Ils sont les femmes. Patrick Juvet, grand homosexuel, c'est fascinant. Enquête de l'Express, il y a 1 an ou 2, auprès des Français, pour savoir s'ils connaissaient la notion de wokisme. Je crois qu'il y a 20% de Français qui connaissent vaguement ce que c'est que le wokisme. Il est partout, le wokisme. On est plongé dedans à fond, je veux dire. Mais ils savent pas, ils ont peur du nombre. Oui, bien sûr. Je vous propose, puisqu'on parle justement de ce flirt entre l'idéologie et la publicité, qu'on aille voir justement, là c'était une publicité, mais il s'est presque pris au jeu, il a voulu se lancer en politique, qu'on aille voir cette publicité de Marcel. Je serai président. Marcel, le président. Je l'aurai. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Il faut savoir que Marcel, c'est un des piliers de la série Palace, qui faisait ce sketch « Appelez-moi le directeur ». Le directeur, qui était représenté par Philippe Corsan, le recevait de manière hautaine. Et donc, il essayait de coincer le directeur. Il n'arrive jamais à coincer le directeur. Il repartait la queue basse et l'air bête. Et en fait, quand on a dit qu'on voulait, au moment de la présidentielle, c'était en 2007, c'était Sarko Royal,
On l'a présenté, on a passé les spots, enfin on l'a présenté, on a fait comme si on le présentait. On a fait une interview avec Carl Zero qui est venu, puis un jour Carl me dit, après l'avoir interviewé, mais dis donc il est en train de péter les plombs, parce qu'il s'y croit sérieusement. Parce que c'est vrai que sur les marchés, tout le monde disait, allez Marcel, on est avec vous. Je suis persuadé que dans les bulletins, il y avait beaucoup de bulletins pour Marcel, qui ont été blancs et annulés. Mais il s'y croyait. Et donc à un moment, on pense qu'on avait poussé la blague un peu trop loin, et c'est plus que pris au jeu, il s'est pris la tête. C'est incroyable, c'est un melon. Oui. Marcel, président, mais oui, parce qu'en fait, parce que ça passait à quel moment ces publicités? Avant les élections. Ouais, donc. On voulait caviarder toutes les émissions politiques. C'est-à-dire que vous avez l'invité. Mais c'était autorisé, vous croyez que ça se serait autorisé aujourd'hui? Ça, je sais pas. On dirait que je suis populiste. Oui, une fois de plus. Il y a une commission de régulation. Ah, bah ça, c'est pareil. C'est l'équivalent de l'ARCOM. Ça, ils sont très forts. Ouais. Parce qu'en fait, ils arrivent à verrouiller complètement à travers des commissions de régulation. Ça s'appelle l'autorité de régulation de la publicité, la RPP. Après, avant, c'était le BVP. Avant, c'était le CSA. Ils trouvent tous les acronymes. Ce sont des fromages de République pour des gens qui sachent arcaser. Et puis là, ils sont les gardiens de la bien-pensance et de la moralité. Donc s'ils ne donnent pas leur imprimature à un spot, les chaînes ont le droit de refuser ce spot. Et comme elles ont peur, elles le refusent. D'accord, donc tout le monde se tient. Tout le monde se tient. Et alors, il y a une autre manière aussi qui est pernicieuse, c'est que souvent les annonceurs qui ne veulent plus décider par eux-mêmes ont besoin de faire des tests. Donc ils font des tests quali. Or, qui tient les tests quali? C'est les grandes sociétés de sondage. C'est les IFOP, c'est les Sofres, c'est les Cantars, etc. Et dans un test quali, un bon animateur, il peut faire ce qu'il veut. À 5 Pékin qu'on va prendre un soir et qu'on va... Et donc si on sort du cadre, ah non, les tests sont mauvais, les consommateurs nous ont dit que là, vous étiez un petit peu là, un petit peu trop, un petit peu pas assez, vous stigmatisiez, vous... Qu'est-ce que c'est les stigmatisations et l'autre grand terme, c'est discriminer. Vous stigmatisez, vous discriminez, alors là, mon Dieu, quelle horreur, arrêtons tout de suite. Donc en fait, ils tiennent tout. C'est comme dans les médias, ils tiennent tout le truc. Donc quand il y a une petite brèche, nous on était une agence un peu populaire, une taxée de populistes, donc la profession nous détestait. Et comme vous avez une brèche aujourd'hui dans les médias, la profession les déteste, ils n'ont de cesse que de l'arrêter. Ils n'aiment pas les différences. Hein. En tout cas, je propose de vous voir, parce que vous parlez de populaire, il y a aussi, alors vous avez le populaire, c'est sûr, ça fait partie de votre marque de fabrique, mais il y a aussi les belles femmes, il faut le dire aussi, qu'on peut retrouver dans vos publicités. Il y en a une avec Clémentine Salarié. Alors là, vraiment, je pense que celle-ci, elle serait aujourd'hui complètement interdite. Vous allez m'envoyer en prison. Oui, voilà, il y en a une pire. Hein. Ah bon? Ah oui, on va parler de celle-là, je pense qu'on la verra juste après. On va commencer par Clémentine Salarié. Ça, c'est une publicité pour la Poste, je crois. Oui. Vous voulez que je vous dise ce qui me ferait plaisir? Oui, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est faire plein de trucs dans ma maison. Agrandir la cuisine, installer une cheminée. Oh, ça, c'est une bonne idée. Hein, Raymond? Tu sais ce qu'il te dit, Raymond? Ouais, je sais, il n'y a pas écrit la Poste. Pour vos travaux, avec un prêt épargne logement à la Poste, vous pouvez bénéficier de prêts immobiliers complémentaires sans frais de dossier et avec des assurances parmi les moins chères du marché. Pour une nouvelle? C'est une bonne nouvelle. La Poste, on a tous à y gagner. Ça, c'est merveilleux, c'est les deux ringards dans le bistrot qui draguent la patronne, qui se laisse draguer, et Raymond qui est là. Moi, c'est ce que j'adore. En fait, c'est Bertrand Blier. Bertrand Blier, on a fait défiler quasiment tout le cinéma français à travers sous sa caméra, en plan séquence, c'est ce qui est le plus difficile. Et c'est vrai que c'est très étonnant d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de grands acteurs. Hein. On peut en citer quelques-uns. Ils sont tous passés, Jean-Yann, ils sont tous passés, tous. Ouais. Parce qu'ils adoraient Bertrand Blier, la saga les amusait beaucoup. Alors là, vous m'envoyez en prison, si vous voulez. Oui, alors voilà, ça on a donc... Jean-Paul Gault. Qui est du bad buzz, au contraire, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Bad buzz, ça reste du buzz. Oui, puis les gens comprennent le second degré. Le problème d'aujourd'hui de la société, c'est qu'elle n'a pas de second degré, donc elle prend tout en pleine poire, et donc on peut pas... Mais Jean-Paul Gault a fait une tribune dans Le Monde il y a 2 ans extraordinaire. Tout ce qu'il a fait avec Grace Jaune, parce que c'est un grand artiste, Jean-Paul Gault, c'est sans doute un des Français les plus mondialement reconnus, mais il ne pourrait plus faire ce qu'il a fait. Il ne pourrait plus. Ouais, parce qu'on dirait qu'il est sexiste, alors que c'était vraiment un homme de gauche qui a promu le métissage. Enfin, c'était un type, par rapport à ça, il avait des idées très progressistes. Mais aujourd'hui, il ne pourrait pas sortir. Ouais. Puis lui, là, il les empile en plus. Hein, parce que non seulement c'est le sexisme, c'est l'intersectionnalité. On empile les discriminations. Il a tout. Donc c'est des femmes, des noirs, et elle dit croquez-moi. Non, mais ça, vous montrez ça à Sandrine Rousseau, je pense qu'elle nous fait un arrêt cardiaque. Ah oui, mais en marque, c'est peut-être une idée. Donc il faut lui montrer. Donc on va lui montrer. On va s'empresser de lui montrer. Non, mais c'est vrai qu'elle est. Et alors, celle-ci, oui, aujourd'hui. Parce qu'en plus, je me suis même demandé si aujourd'hui Naomi Campbell accepterait de faire ce. Oui, parce qu'elle est assez affranchie comme. Non, mais la puissance du créateur, quand c'est Jean-Paul Gault, qui est complètement respecté dans cet univers de la mode, qui est adoré même. Bon, on a fait des choses merveilleuses avec Laetitia Casta. Enfin bon, c'est.
Qu'est-ce que vous avez fait de merveilleux avec Laetitia Casta, là, vous nous vendez du rêve. On a fait 15 ans de saga. Oui. Voilà. Donc c'était les aventures de... En fait, Jean-Paul, qui est un immense artiste, disait on va faire les aventures de Fifi Brindacier. Alors Fifi Brindacier, c'est une bande dessinée juste de l'après-guerre. Et il dit que Laetitia, c'est Fifi Brindacier, donc on va faire Fifi Brindacier ou Galerie Lafayette. Et voilà, on a fait une saga qui est extraordinaire. Qui a frappé les esprits. Ouais. Pas de flatterie, pardon. Non. Mais vos films sont drôles, enfin les films auxquels vous avez participé sont drôles, c'est vivant, c'est amusant, c'est le contraire de ce qu'on... Et vous évoquiez Jean-Paul Goude et vous envoyez le mot artiste. Hein. Ouais. Pour vous, artisan ou artiste Artiste. Jean-Paul, c'est un véritable artiste parce qu'il crée. Ouais. La différence entre un créateur et un créatif, pour moi, je me suis mis d'ailleurs la bonne partie de la population créative des agences ados, c'est que le créatif, c'est une éponge qui va pomper dans ce qui existe. Donc il va prendre dans le cinéma, il va prendre dans la littérature, il va prendre des choses qui existent. Alors que le créateur, il va créer vraiment son univers. Quand vous avez la chance de travailler avec Jean-Paul Goude, il a un univers qui crée, qui est unique, et c'est lui qui crée ça. C'est un univers baroque. Quand vous allez chercher Jean-Michel Ribes, quand on est allé chercher Palace pour faire la saga MAF, appelez-moi le directeur, Jean-Michel Ribes, il avait son univers, qui était l'univers Palace, politiquement totalement incorrect. Palace, il le disait lui-même, ça ne pourrait pas passer aujourd'hui. Et Jean-Michel Ribes, il faisait quand même partie de la gauche progressiste, avancée, etc. Il est plutôt à gauche. Palace, c'était pas... oui, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ces gens-là avaient de la créativité, c'était les libéraux libertaires, et que finalement, la liberté, pour eux, comptait plus que la bien-pensance. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Mais c'était ça. Donc, quand vous avez la chance d'avoir un créateur, il va vous créer lui-même son univers, et là, c'est tout. Bertrand Blier, il a un univers. Quand on a fait tous les films de La Poste, c'était avec Bertrand. C'est Bertrand qui écrivait les scripts, il les avait en bouche, et on a fait des choses merveilleuses avec lui. Et moi, pour moi, la campagne que je préfère, de toutes celles que j'ai faites, c'est La Poste. Pour vous dire la puissance de La Poste, c'est que dans Men in Black, vous voyez le film Men in Black, dans Men in Black 2, vous avez Men in Black 2 qui passe en anglais et vous avez la traduction. Et donc quand Will Smith fait ça sur sa tête, dans Men in Black 2, la traduction c'est pas il n'y a pas marqué pigeon, c'est il n'y a pas marqué La Poste. Quand vous avez réussi ça, vous avez réussi quelque chose. Là vous donnez la référence pour le prochain film. Et voilà. Et il faut savoir que nous, on sait qu'une campagne va marcher quand les gosses les reprennent dans la cour de récréation. C'est pour ça qu'on pense énormément au jingle. Zéro tracas, zéro blabla, ou efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère. Les gosses ont tout repris ça dans les cours de récréation. Et en fait, c'est très intéressant. Je confirme, parce que je suis de cette génération. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez, alors je vais faire un parallèle un peu audacieux, c'est que quand vous regardez la maladie d'Alzheimer, les gens qui connaissent bien le sujet vous disent que la dernière résistance de la mémoire, c'est la comptine. Fais dodo, colle à mon petit frère. La répétition, en fait. Et la comptine, il faut savoir que tu l'as à la fin de ta vie quand tu as Alzheimer, mais tu l'as au début de ta vie quand tes parents te chantent la comptine. Et donc, c'est le truc qui reste dans la mémoire. Le jingle publicitaire, c'est ça. Je vais vous dire sur la comptine, il y a même un autre moment où on l'a, quand on est maman, que le bébé hurle depuis des heures, qu'on est fatigué et qu'on n'a plus rien dans la tête, c'est la seule chose qu'on arrive à sortir. Ça peut aider. Et c'est vrai, mais ça prouve que voilà, c'est vraiment le dernier élément qui reste en tête. D'où l'importance du jingle publicitaire. Exactement. Alors, tout à l'heure, on abordait un sujet qui est important, je pense, dans la publicité. On a dit aujourd'hui ça ferait un bad buzz, mais je vous demandais, est-ce que finalement un bad buzz reste quand même un buzz et donc reste intéressant? Il y en a un qui est arrivé avec vous également, c'est le bad ou good buzz, en tout cas le buzz, ça c'est sûr, Gad Elmaleh. Je vous propose qu'on la regarde, et puis après, on va la commenter. Gad Elmaleh. Je rêve d'une banque. Attention, pas une banque qui m'oblige à prendre des trucs qui servent à rien, que je comprends pas, ça non. Une banque qui penserait à mes intérêts. Aux vôtres aussi. Avant de penser aux siens. Mais cette banque n'est pas un rêve, c'est une réalité. LCL, demandez plus à votre banque. Alors, c'est intéressant parce que c'est une pub qui a fait un bad buzz, alors, pourquoi bad buzz d'ailleurs? Qui a dit que c'était un bad buzz? C'est peut-être plutôt la presse plus que les gens vraiment, puisque ça a vraiment marché, ça a vraiment imprégné. Mais racontez-nous un petit peu, Olivier, comment vous l'avez vécu? Alors, d'abord, l'expérience de collaboration avec Gad Elmaleh était formidable, parce que c'est un type adorable. C'est Patrice Lecomte qui était aux manettes. Donc, on a fait beaucoup de choses avec Patrice Lecomte. Lui, il fait du cinéma populaire. Vous avez bronzé. Et il fait aussi du cinéma plus évolué. Non, mais même le dernier, sinon, c'est populaire. Bien sûr, c'est très bien, c'est populaire.
Et donc, Gad a joué complètement le jeu, et on a peut-être, nous, été trop perfectionnistes, parce qu'on voulait que ce soit le vrai Gad Elmaleh. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez dans le film, il est exactement comme il est dans son spectacle. Exactement. Et donc, l'idée publicitaire, c'était de dire, c'est tellement énorme de voir une banque qui pense à ses clients, qui est sympathique, qui leur apporte de l'argent, que ça n'existe pas. Donc, c'est un truc de chansonnier. Et donc, il l'a fait. On était réellement à Bobino quand on a fait le film. Il y avait vraiment du public de figurants qui applaudissait. On a présenté ça à l'interne. Je me souviens, c'était à la Mutualité, dans des grands meetings avec les vendeurs, les exécutifs de LCL. Ils étaient debout dans la salle à applaudir. Donc on avait fait un carton. On savait que ce truc ferait un carton. Et donc on était parti pour 1 an. Mais c'était tellement proche de la réalité du spectacle de Gad Elmaleh que les gens, le grand public, quand ils ont vu ça, ils ont cru que c'était pas une pub. Ils ont cru que c'était un vrai spectacle, puis après ils voient une banque qui signe ça, et donc ils comprennent pas. Ils ont même pas compris forcément. Ils en ont voulu à Gad Elmaleh en fait. Et donc tous ces followers, un jour Gad il m'appelle, il me dit mais ça ne peut pas durer, on a 200 000 personnes qui nous disent mais Gad qu'est-ce que tu fais, etc. Donc Cyril Hanouna lui fait une émission, enfin on a eu droit à tout. Mais moi je lui dis on continue, mais tout d'un coup le buzz a été repris dans la presse, et là l'annonceur a dit bon faut arrêter, on a quand même tenu 1 an. Ah oui. Mais en impact c'était extraordinaire. En impact c'était extraordinaire finalement. Extraordinaire. Ce que ça fait. Donc pour répondre, parce que c'était quand même la question. C'est l'annonceur qui a lâché. Oui. Mais c'est l'annonceur qui a lâché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un plus ou moins bad buzz. Parce que finalement, en tout cas, il y a eu discussion autour de cette publicité. Mais finalement, pour vous, pour l'impact de la marque, c'est très bon, non ? Très bon. Moi, je le trouve. Et est-ce que vous considérez que par moment, justement, la discussion, le bad buzz reste bon ? Moi, je pense que globalement, la pire des choses, c'est l'indifférence. Et le drame des publicités aujourd'hui, c'est qu'elles laissent indifférents parce qu'elles sont une espèce d'eau tiède. Donc, il vaut mieux. Ouais, puis elles n'assument pas la transgression, puis ils reculent. Bien sûr. Parce que là, vous tenez, même si au bout d'1 an. Donc mais en général, les sociétés lâchent au bout de 48 heures. Bien sûr. Rappelez-vous, là, on voyait Clémentine Autain. Salarié. Salarié, ouais. Merci, ouais. Magnifique, généreuse. Présente. Et je ne vais pas citer Philippe Bouvard. Aujourd'hui, on dirait que c'est dégradant. On dirait. On a dégradé l'image de la femme. Là, vous savez, vous incitez au viol. On incite au viol avec une pareille poitrine, etc. Rappelez-vous la pub Saint-Laurent. Je pense que c'est la dernière vraiment pub. Enfin, il y en a d'autres, c'est pas vrai, mais quand même très érotisante. Pour Opium. Je sais plus où il y a une femme qui a les jambes en l'air, assise, les jambes en l'air. Elle a tenu 48 heures, je crois. Ça peut être Opium. Ouais, en 2018, 2019. Parce qu'on a dit que vous objectivez le corps de la femme. Mais il y avait une autre publicité pour la crème fraîche Babette, je la fouette. Et celle-ci, c'est pareil, elle avait fait entre guillemets un bad buzz, mais finalement, regardez, on s'en rappelle encore, on en discute. Donc il faut l'assumer. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les annonceurs ont beaucoup de mal à assumer. Oui. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui tousse sur un réseau social et ça les panique. Je vous ai raconté l'expérience de la MAF. La MAF, quand on a lancé la campagne, qui est une parodie des films d'espionnage, que ce soit James Bond, OSS 117, etc. Donc on a pris des personnages volontairement caricaturés. Donc il y a la générale russe du KGB, il y a le Scandinave froid, il y a le chinois fou comme dans Goldfinger, etc. Donc, 2 jours après la sortie, il y a deux Pékins qui ont toussé sur les réseaux sociaux. Ça a créé un sentiment de panique chez l'annonceur. Heureusement, il s'est vite repris. Les chiens ont aboyé, la caravane est passée. Aujourd'hui, tout le monde publicite cette publicité. Alors, on va la regarder justement. Après, on la commente. Moi, je trouve qu'elle me fait penser à Docteur Folamour. On la regarde. Un peu. Qui peut concurrencer la MAF ? Mesdames, messieurs, chaque jour, la MAF compromet un peu plus nos affaires. En 2018, l'heure est venue pour nous de les stopper. Vous devez séduire leurs clients, leur faire peur, les faire signer par tous les moyens et empêcher les nouveaux clients de les rejoindre. Impossible, numéro 1. C'est la MAF qu'ils préfèrent. Je ne veux plus jamais entendre ça. Ne me décevez pas. Là, c'est une saga qui dure depuis plus de 4 ans, qui fait un carton. Donc celle-ci, elle continue encore ? Bien sûr. Ah oui. Donc et celle-ci, c'est... Ah non, mais on est passé, mais parce qu'à un moment, on a mis de la conviction et que l'annonceur a pas fléchi et puis il a vu les résultats et le succès était au rendez-vous. Oui, mais ça tient à pas grand-chose. Et ça tient aussi au fait que vous ayez aujourd'hui, vous
vous pouvez assumer, vous avez votre carrière qui parle pour vous, et finalement vous pouvez affirmer à vos clients, attendez, là il faut le faire, il faut rester, il faut maintenir. Ce qui fait un petit peu peur aussi dans ce que vous dites, c'est que finalement un jeune publicitaire n'aurait peut-être pas cette force et lâcherait beaucoup plus vite. Et finalement, ce serait au dépit de la créativité. Bien sûr. Mais comme d'ailleurs pour les films. La règle, c'est ce que je vais dire, est un peu. La règle, c'est d'avoir la ligne directe avec les patrons. Parce que les patrons, vous pouvez les convaincre, alors que les exécutifs en dessous, ils ont peur de ce que va penser leur patron, donc ils s'autocensurent. Oui. Et ce qui est formidable pour la MAF, c'est qu'ils avaient acheté cette idée. Donc à partir du moment où ils l'avaient acheté, ils mesuraient quand même. Bon, moi, pas une seconde, j'aurais pu penser que cette publicité avait des connotations racistes. Enfin, ça me paraît quand même hallucinant. Mais... Parce que là, on vous a met un traité de banquier raciste. avec un bandeau noir comme un pirate. Alors, il aurait pu avoir tous les banquiers qui se mobilisent en disant vous stigmatisez, vous discriminez la profession bancaire. Ça, on n'a pas eu droit à ça. Puis à la fin, sauf de ma part, c'est la générale russe qui saute. Hein. Donc on pourrait dire qu'il y a une russophobie échevelée. C'est surréaliste. Ça dérange pas, ça. Ouais, mais ça dérange pas. Ça dérange jamais. Nous en savons quelque chose. Mais c'est surréaliste. Mais il y a quand même une ironie dans tout ça. C'est des sermonneurs, ils nous cassent les pieds, ils sont sinistres. C'est la moraline. C'est de la moraline. Vous avez fait une tribune d'ailleurs, je crois, sur de ma part dans la presse professionnelle. Les réseaux de la colère. Ne cédons pas au réseau de la colère. Et vous avez raison. Et l'ironie de la chose, c'est qu'il y a des effets pervers. On a tous en tête la pub de la bière Bud Light avec un trans. On est au cœur du wokisme. Ils ont été boycottés. Boycottés, les ventes s'effondrent, l'action en bourse s'effondre. Netflix, et ça tient pas à Elon Musk. Netflix, il y a une érosion des abonnés. Disney. Trop. Disney, on est au cœur de l'hypocrisie avec Disney. Puisque rappelez-vous, Disney, Mulan, qui est tourné en Chine, c'est tourné chez les Ouïghours. En Chine, nos problèmes. On est illibéral, on est contre la démocratie. À la fin, ils sont quand même un peu punis. Pas assez à mon goût, mais parce que ça continue, mais c'est bien sûr. Oui, mais la différence là, pour le coup, autant le film, la culture en général dépend des subventions, donc elle est, même si elle ne rapporte rien, elle reçoit des subventions, autant pour la publicité, elle n'a pas de subvention. Son objectif, c'est quand même de gagner directement de l'argent. C'est là qu'il y a une différence, et peut-être que finalement, comme vous l'avez expliqué, Olivier Aubert, finalement, la publicité qui est la première à imprégner les autres, parfois elle imprègne même la presse, peut-être qu'elle-même, en se réveillant face au choc de la non-vente, va pouvoir peut-être progressivement éveiller les autres. Éveiller face à ceux qui s'appellent les éveillés, c'est-à-dire les woke. Parce que il y a quand même des signaux encourageants. Il y a un bouquin la grande reporter économique du Figaro, Anne de Guigné, sur le capitalisme woke, où elle se plonge là-dedans, elle se rend compte que, on parlait du Nasdaq, un petit tacle au Nasdaq. Pour entrer au Nasdaq et être coté aujourd'hui, il faut avoir un conseil d'administration qui soit inclusif, etc., paritaire, minorité, tout le tralala. Elle dit que tous les patrons du CAC 40 donnent des congés GPA en France, alors que c'est interdit. Ils le font quand même. Mais à côté de ça, le patron de BlackRock dit stop au RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, on arrête. Espérons qu'il soit visionnaire. Parce que c'est l'homme le plus riche au monde. C'est l'homme le plus riche au monde. Espérons-le. Et à Warren Buffett, il y a des gens comme ça qui ont du bon sens. Musk qui dit que le virus woke va nous emporter. Bien sûr. Donc il y a quelques signaux encourageants. Il y a des signes encourageants, mais qui restent quand même minoritaires dans l'espace médiatique. L'espace médiatique, quand même, tient tous les leviers. En fait, c'est Gramsci qui a inventé ça, la métapolitique. Quand tu as gagné la bataille culturelle, alors la bataille culturelle, il la gagne. Mais justement, là, vous avez donné finalement tout à l'heure presque un souffle d'air frais par vos publicités, mais aussi par le fait de nous rappeler que la publicité imprègne en premier les autres et le reste du monde de la culture. C'est vrai. Parce qu'elle est plus percutante, justement, peut-être plus réaliste, je sais pas. Donc finalement, peut-être que la fin de l'hégémonie wokiste, si on doit parler de ça, viendra de la publicité, peut-être de vous, Olivier Aubert. Moi, j'ai été ostracisé, mais il faudrait que maintenant qu'il y ait des gens qui assurent la transmission, parce que vous êtes ostracisé, mais vous continuez d'avoir les plus belles publicités. Mon beau-père m'avait dit, quand je suis rentré dans ce métier, vous savez, Olivier, la pub, vous y restez 5 ans, mais vous faites après un métier sérieux. Ça fait un moment que j'y suis. Non, mais c'est bien aussi de passer la main, parce que mais on est très très minoritaire. Oui.
Et nos publicités sont assez minoritaires. Moi, je ne suis pas très optimiste sur cette espèce de carcan qui se met, qui devient que la pub est contre nature, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là pour vendre, elle est là pour, éduquer les masses, sauver l'humanité, inclure, voilà. Et la création d'un homme nouveau. En fait, je pense que le salut viendra essentiellement des annonceurs. Si à un moment les annonceurs se réveillent, qu'il y a des gens courageux qui disent la publicité est une chose trop importante pour la laisser à mes directeurs de communication et compagnie, donc je m'en occupe. Et moi, mon objectif, c'est de développer mon entreprise, de faire de la croissance. C'est à ça que ça sert la pub. Moi, je ne suis pas là pour sauver l'humanité. Et voilà, mais ceci dit, ils verrouillent tout. Ils verrouillent les tests, ils verrouillent les médias. Les sleeping giants, ça existe quand même. Et toujours à sens unique. C'est terrible, c'est parce que c'est plus qu'une censure, c'est très pernicieux. Moi, j'ai vu des centrales médias. Vous avez déjà été victime, vous, de sleeping giants ? Bien sûr, des centrales médias qui nous disent « Ah ben non, on ne va pas investir sur tel média ». Je dis pourquoi ? Il y a une audience, vous avez une audience assez même sélective. Ah non, mais pas du tout, en termes d'image, ce serait dramatique qu'on soit dans les écrans de CNews, par exemple. Qu'on soit dans les pages de causeurs. Donc il y a cette espèce de volonté de censurer par l'argent, c'est redoutable. Oui, bien sûr. Et donc, quand un annonceur a le courage de dire « non, moi ça m'intéresse, je vais sur CNews, ce qui m'intéresse, c'est l'audience, c'est la cible, j'ai un raisonnement rationnel, économique ». Eh bien, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on va lui dire mais Sleeping Giant, on va vous faire name and shame. C'est-à-dire qu'on va dire que, et donc quelque part, le DIRCOM il est paniqué, oui, mais on va avoir des réseaux sociaux qui vont dire qu'on investit dans des médias qui sont pas sérieux, qui sont pas convenables, voilà. Donc ils verrouillent tout. Donc à un moment, il faudra des annonceurs un peu costauds, voilà. Et un public aussi peut-être, un public qui boycotte des publicités qui ne s'adressent pas à lui. Bien sûr. On le prend pour un abruti à la longue, je veux dire, le spectateur de TF1. Bien sûr. Il zappe. Il va zapper. La publicité en termes d'impact a moins d'impact que dans les années 2000, parce que dans les années 2000, les gens étaient encore publiphiles, maintenant ils sont devenus publiphobes, donc les gens zappent au maximum. Mais par contre, quand vous leur faites une bonne publicité, il y en a des bonnes publicités. Moi, je vais vous en citer deux, ce ne sont pas de moi, mais... C'est pas Versailles ici. Oui. Ça, c'est formidable. Moi, j'ai entendu dans ma jeunesse, toute ma vie, ma jeunesse, mon père me dire c'est pas Versailles ici pour éteindre la lumière, etc. Bon, ils l'ont repris dans la pub. On revient sur l'inconscient, là. Total Énergie, l'inconscient collectif. Oui. Même la pub Free est plutôt très bien faite. Free parce que c'est des pubs populaires qui ont de l'humour. Parce que les gens, ils vous tolèrent si vous leur faites passer un bon moment. Aujourd'hui, les pubs sont tellement cynistes et tellement... on est là pour parler des problèmes de la société, etc. Donc vous leur faites pas passer un bon moment, donc ils vous zappent. Mais si vous les faites sourire, si vous leur mettez de la couleur, si vous leur donnez un truc un petit peu joyeux entre deux d'actualité sinistre, les gens vont vous tolérer, donc vous acceptez. Et si vous Ils vont vous mémoriser surtout. Et surtout, en plus, si vous les représentez, parce que toute cette France populaire est quasiment absente de l'écran. Pas chez nous. Ouais, c'est fascinant. Non, pas chez vous. Non, mais je le redis. Et sans flatterie. Mais quand vous faites des castings, parce que quand vous faites une proposition, une fois que le storyboard est accepté ou que l'idée générale est acceptée, vous faites des castings. Et donc dans les castings, vous êtes avec le client, vous défilez des gens, mais avant, quand vous mettiez dans les années, on disait ils hésitaient, ils voulaient des castings, monsieur et madame tout le monde et ses 2 enfants et demi, mais maintenant vous mettez un LGBT, vous mettez de la diversité, et là le client il est content parce qu'il sait que ça va y aller. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Parce que c'est dans l'air du temps, c'est le conformisme. Ce qui est dingue, c'est que la publicité qui devrait être anticonformiste, parce que pour être vu, il faut être différent, elle est devenue le plus conformiste des conformistes. Mais elle donne le ton, elle donne le là au cinéma, aux médias, etc. Donc elle a une influence assez considérable. Mais oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que vous venez de nous décrire, on n'est plus là pour viser finalement le potentiel acheteur. Donc le citoyen, parce que je dis citoyen à propos parce que justement je vois toujours ce lien entre la publicité et la politique. J'ai l'impression qu'on a le même genre de cible en fait. On parlait de bloc populaire tout à l'heure. Et donc là, ce citoyen qui est complètement ostracisé, on va dire le plouc, le populaire. Et c'est la même chose dans la publicité finalement. Exactement. On n'a plus le droit aujourd'hui de lui accorder son temps. Dans la publicité. Il est invisible dans la pub. Il n'a pas sa place. Il est invisibilisé pour parler comme un saint chaman. Alors qu'il est majoritaire. C'est la même chose qu'en politique. Si on se moque de l'homme blanc de plus de 50 ans en lui faisant faire les tâches ménagères, là on a un succès garanti dans leur milieu. Je suis pas sûr que ça. Est-ce que ça marche? Là, pour le coup, on a une pub, archétypale. Vous rappelez-vous la pub pour je ne sais plus quelle marque de rasoir.
C'est un trans qui se rase, non? Alors, ouais, il y a un couple d'homos mixtes, ethniques, blancs, noirs. Et puis après, il y a une pub avec la masculinité toxique, où on voit les enfants se battre dès la cour d'école, les garçons, pardon, se battre dès la cour d'école, les ados se battre, les jeunes hommes se battre, les hommes se battre, et les femmes soupirent en disant « Oh, quelle violence, hein !» Alors que c'est censé vendre des rasoirs et de la crème à raser. Ça ne peut pas marcher. Et à un moment donné, vous avez raison, hein, ils ont tout verrouillé. Moi, je parle même de rente de monopole. Ils ont une rente de monopole sur l'institution, tout ça. Ça n'aura qu'un temps. C'est pas possible. Ça fait un moment que ça dure, mais c'est comme dans les médias. Hein. Quand je vous dis qu'il y a le pape et Louis Plenel, ils ont tous leur portrait. Parce qu'on réussit sa carrière de journaliste quand on est reconnu par ça. Dans la publicité, c'est pareil. Donc ils verrouillent leur festival, ils s'auto-congratulent, ils sont les récompenses les uns les autres, c'est toujours la même chose, mais ils sont reconnus, et donc là, il va progresser, le créatif va progresser dans l'appareil s'il est reconnu comme ça. Il sera recruté s'il partage cette bien-pensance. Il verrouille les tests, parce qu'on pourrait dire, il verrouille les tests, les qualitatifs, etc. Pour les quantitatifs, c'est beaucoup plus dur à verrouiller, parce que c'est factuel. Les gens parlent. Oui, les factuels, c'est les gens parlent. La conclusion, en tout cas, c'est qu'en politique, comme en publicité, si on assumait un petit peu plus de parler au peuple et de parler à ses aspirations, moi je dis un gros mot, là j'ai dit le peuple, hein, mais bon, on gagnerait le jackpot, dans tous les cas. Bien sûr. Et on va conclure là-dessus. François Bousquet, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'adhère à la conclusion. Les publicitaires se tirent une balle dans le pied. Comme les politiques. Comme les politiques. Hein, et ils tirent une balle dans le dos dans le peuple, pour employer des grands mots. Il faut le remettre comme l'église au centre-village. Hein, il est majoritaire. Il doit être majoritaire sur les écrans et dans la représentation où il est invisible. Hein. Oui. Mais dans la presse, par exemple, un journal comme Libération a un tirage ridicule. Mais comme il est super subventionné, ils s'en foutent du tirage, ils s'en foutent du lectorat. Ce qui compte, c'est de pouvoir continuer leur moraline en permanence. Et voilà, donc peu importe qu'il n'y ait que 20 000 personnes qui lisent leur journal. Mais c'est bien ça la différence entre, encore une fois, la culture, le monde de la culture subventionné, et vous, la publicité. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un réalisme qui va être insufflé avant les autres. Et puis, encore une fois, la politique, quand il y a vraiment des votes qui se passent et pas des abstentions. Je pense que le salut viendra des annonceurs. Oui. C'est eux qui ont le nerf de la guerre. Avant de conclure, Olivier Aubert, un dernier mot? Oui, un dernier mot, sans doute la dernière chose dont je me souviendrai au moment où je quitterai ce monde, c'est une DIRCOM en l'occurrence, d'une grande société qu'on est allé voir avec un projet et qui nous a dit, vous comprenez, c'est très bien ce que vous faites, et vous faites une pub qui se remarque trop. Nous, ce qu'on voudrait dans cette société que je ne citerai pas, c'est une pub discrète. Donc la pub discrète, voilà le concept aujourd'hui qui est le plus partagé par nos DICOM, c'est-à-dire une pub qui ne fait pas de vagues, une pub que personne ne voit, et qu'une pub qui ne gênera pas leur carrière. La pub discrète, retenez bien ça, c'est authentique. C'est l'inverse de la publicité, en fait. C'est la publicité ratée. Le contresens absolu. Incroyable. On restera sur ce beau mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Aubert, et merci à vous, François Bousquet.